Il y a une question que l'on ne pose presque jamais quand on parle de la campagne d'Italie. Pas une question sur les batailles, pas sur les lignes de front, pas sur les généraux allemands qui défendaient le Monte Cassino mètre par mètre. Non, la question est celle-ci. Que dit un général français de rang supérieur à un Américain moins gradé que lui, au moment précis où il accepte de se placer sous ses ordres? Que dit un homme qui vient d'abandonner volontairement une étoile, qui vient de rétrograder son propre rang pour pouvoir combattre à celui qui va désormais lui donner des ordres? Cette question n'est pas anodine. Elle touche à quelque chose de fondamental dans la psychologie militaire, dans l'honneur d'un soldat, dans la logique d'un homme qui a consacré toute sa vie à grimper une hiérarchie et qui, en l'espace d'une décision, accepte d'en descendre plusieurs échelons. Et la réponse d'Alphonse Juin, quand il a enfin dit à Marc Clark ce qu'il avait sur le cœur, a changé l'issue de la campagne d'Italie. Peut-être davantage encore, peut-être qu'elle a changé la place de la France parmi les nations victorieuses. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez entendre n'est pas dans les manuels scolaires. Et abonnez-vous à l'Appel de la France parce que c'est exactement le genre d'histoire que nous racontons ici. Des histoires vraies, des hommes réels, des décisions qui ont pesé sur des millions de vies. En juillet 1943, Alphonse Juin était général d'armée. C'est le grade le plus élevé qui existe dans l'armée française en dessous du maréchal. 4 étoiles, une carrière entière. Une réputation construite sur des décennies de service, des combats au Maroc, des offensives désespérées en Belgique en mai 1940, une captivité en Allemagne dans la forteresse de Königstein et finalement la reconquête de la Tunisie à la tête du détachement d'armée française entre novembre 1942 et mai 1943. Cet homme avait tout traversé et cet homme allait devoir, en cet été 1943, retirer une étoile de son uniforme. Voici les faits bruts. En juillet 1943, le général Dwight Eisenhower, commandant suprême allié en Méditerranée, propose à Juin d'intégrer des forces françaises à la campagne d'Italie qui se prépare. Juin accepte au nom du général Giraud, qui se trouvait alors à Washington. La logique opérationnelle est simple, le corps expéditionnaire français qu'on lui demande de constituer sera placé sous les ordres de la 5e armée américaine. Et la 5e armée américaine est commandée par le général de corps d'armée Mark W. Clark, un lieutenant général américain. Un grade équivalent à celui de général de corps d'armée dans la hiérarchie française. Un grade inférieur à celui qu'Alphonse Juin portait sur ses épaulettes, pour servir sous Clark sans créer une anomalie de commandement, une incohérence protocolaire qui aurait paralysé la chaîne de décision. Juin accepte de se reclasser comme général de corps d'armée. Il renonce délibérément à un grade, il retire lui-même une étoile de son uniforme, un homme de cette trempe, avec cette carrière, avec cette fierté de soldat, et il fallait une fierté immense pour traverser ce qu'il avait traversé, accepte de rétrograder. Quel général ferait ça aujourd'hui ? Quel officier du XXIe siècle qui a passé 30 ans à grimper une hiérarchie accepterait de redescendre d'un rang pour pouvoir partir au front? C'est ici que commence vraiment l'histoire. Pas dans les tranchées du Monte Cassino, pas sur les rives du Garigliano. Mais dans cette décision prise dans les bureaux d'Alger à l'été 1943, quand Juin a posé sa question et que Clark a dû y répondre. Qu'est-ce que Juin a dit à Clark quand il a accepté de servir sous un général moins gradé? Et qu'est-ce que Clark lui a répondu? Et est-ce que les deux hommes ont tenu leur parole? Dites-nous dans les commentaires, de quel autre général français de la Seconde Guerre mondiale aimeriez-vous entendre l'histoire? Pour comprendre ce moment, il faut d'abord comprendre qui était Alphonse Juin. Pas le Juin des livres d'histoire, résumé en 2 lignes sur le Monte Cassino. Le vrai Juin. L'homme qui, même à l'heure de sa plus grande humiliation militaire, la défaite de 1940, a maintenu une dignité qui forçait le respect même de ses ennemis. Il est né le 16 décembre 1888 à Beaune, en Algérie, aujourd'hui Annaba. Fils de gendarme, famille modeste, aucune relation, aucun réseau. La seule voie qui s'ouvrait à lui, c'était le mérite pur. Et il l'a emprunté avec une obstination qui frôlait l'obsession. En 1909, il entre à Saint-Cyr. En 1912, il en sort major de promotion, premier de sa classe devant un certain Charles de Gaulle qui termina 13e. Ce détail n'est pas anodin. Ces 2 hommes sortirent de la même promotion et leurs chemins se croisèrent, s'éloignèrent, se heurtèrent pendant des décennies. Juin était le seul homme à vouvoyer de Gaulle en public et à le tutoyer en privé. C'est dire à quel point leur relation était singulière. La Première Guerre mondiale forge Juin dans des conditions que les générations suivantes ne peuvent pas vraiment imaginer. Il se bat à la Marne en septembre 1914. Il charge avec les tabors marocains sur des lignes de front qui ressemblent à des charniers organisés.
En mars 1915, en Champagne, il est grièvement blessé. Son bras droit ne retrouvera jamais sa pleine mobilité. Pour le reste de sa vie, le bras qui tenait son sabre de Saint-Cyrien restera partiellement paralysé. Certains officiers se seraient retirés. Juin, lui, a demandé à retourner au front. Entre les deux guerres, il accumule l'expérience que les généraux de cabinet ne possèdent jamais. Il connaît les montagnes du Rif au Maroc, il connaît les terrains impossibles, il connaît les soldats nord-africains que personne d'autre dans l'armée française ne comprend aussi bien que lui. Ces tirailleurs marocains, ces goumiers des Atlas, ces Algériens des Djebel, Juin parle leur langue, comprend leur façon de combattre, sait comment les pousser au-delà de leurs limites sans les briser. Ce savoir-là, en 1943, allait valoir de l'or. Quand les Allemands lancent leur offensive à l'ouest en mai 1940, Juin commande la 15e division d'infanterie motorisée. Il entre en Belgique, à Gembloux, les 14 et 15 mai, et arrête momentanément la progression allemande dans des combats d'une violence exceptionnelle. Mais au sud, les Panzers de von Kleist ont percé à ses dents. L'armée française est en train de s'effondrer. Juin couvre la retraite vers Dunkerque, défend Valenciennes, défend les faubourgs de Lille. Il se bat jusqu'au bout. Le 30 mai 1940, encerclé à court de munitions, il est fait prisonnier à Lille et interné à la forteresse de Königstein en Saxe, dans les montagnes de Bohême, là où les Allemands enfermaient leurs prisonniers les plus importants. Prisonnier. Général français à la forteresse de Königstein, un homme dont toute la vie professionnelle était consacrée à la victoire militaire, réduit à attendre dans une forteresse saxonne pendant que la France était administrée par Vichy et occupée par les Allemands. Il est libéré en juin 1941 sur demande expresse du gouvernement de Vichy en échange de 30 marins allemands. Pétain le nomme commandant en chef des forces d'Afrique du Nord en remplacement du général Weygand. Et c'est là que les choses deviennent plus complexes. Juin sert sous Vichy, c'est un fait, mais il ne collabore pas. Il maintient l'armée d'Afrique en condition, il résiste aux pressions allemandes qui veulent récupérer les arsenaux nord-africains. Et quand les Alliés débarquent en Algérie et au Maroc le 8 novembre 1942, dans l'opération Torche, Juin choisit son camp dans les 48 heures qui suivent. Il se rallie aux Alliés, ce ralliement coûte cher en termes d'image. Certains gaullistes ne lui feront jamais confiance, persuadés qu'on ne passe pas d'une armée vichiste à une armée libératrice sans laisser une part de soi dans la transition. Juin l'a su, il l'a accepté, et il a décidé que la seule réponse possible à ses soupçons, c'était le résultat sur le terrain. Entre novembre 1942 et mai 1943, il commande le détachement d'armée française en Tunisie. Il est promu général d'armée le 25 décembre 1942. 4 étoiles. Au moment même où les combats font rage sur le front tunisien, dans les montagnes du Dorsal face aux divisions blindées allemandes qui cherchent à repousser les Alliés vers la mer. La Tunisie est libérée en mai 1943. Juin entre dans Tunis acclamé par la foule. C'est ce général-là, couvert de 4 étoiles, auréolé de la victoire tunisienne. Fils de gendarme devenu l'un des officiers les plus respectés d'Afrique du Nord, c'est cet homme qu'Eisenhower approche en juillet 1943. Et Eisenhower lui pose la question à laquelle Juin doit répondre. Est-ce que la France est prête à envoyer un corps expéditionnaire en Italie sous commandement américain ? La réponse de Juin est oui, mais cette réponse a un coût. Le problème de commandement se pose immédiatement. Le corps expéditionnaire français que Juin va constituer sera intégré à la 5e armée américaine. La 5e armée est commandée par Mark Wayne Clark, lieutenant général américain, 37e dans l'ordre de succession des officiers généraux américains, promu lieutenant général le 11 novembre 1942 à 46 ans. Le plus jeune lieutenant général de l'histoire de l'armée américaine à cette époque, Clark est brillant, ambitieux, soutenu par Eisenhower et Churchill, admiré par Roosevelt. Il a aussi, selon certains de ses pairs, dont Patton qui ne mâchait pas ses mots, un ego disproportionné et un sens aigu de sa propre gloire. Clark est lieutenant général, l'équivalent en termes de rang d'un général de corps d'armée français. Juin, lui, est général d'armée, un grade au-dessus. Si Juin intègre le dispositif sans ajustement de grade, il se retrouve dans la position absurde d'un subordonné théoriquement plus élevé que son commandant. Dans une alliance militaire, ce genre de paradoxe crée des frictions, des ambiguïtés, des conflits de légitimité qui peuvent paralyser le commandement. Juin prend sa décision seul, il se reclasse général de corps d'armée, il renonce volontairement à une étoile. Il abandonne, pour la durée de la campagne, le rang de général d'armée qu'il a mis des décennies à acquérir. Et la question est, que dit-on à l'homme sous les ordres duquel on vient de s'abaisser ? Que dit-on à Mark Clark ? Juin arrive à Naples le 25 novembre 1943. Il pleut. Un ciel de plomb au-dessus d'une ville en ruine.
Selon les témoignages de ses propres officiers, l'accueil américain est glacial. Pas d'honneur rendu, pas de réception formelle, pas de déférence particulière pour l'officier qui vient de sacrifier un grade pour rejoindre la coalition. Les Américains ont leur priorité. Les combats font déjà rage dans les Abruzzes. La 34e division d'infanterie américaine saigne sur les pentes du Monte Pantano. Il n'y a pas de temps pour les protocoles, mais Juin avait rencontré Clark 2 mois plus tôt, le 29 septembre 1943, près de Sorrente, puis à Pompéi. C'est là que les deux hommes ont eu leur première vraie conversation, et c'est là que Juin a dit à Clark ce qu'il avait accepté et pourquoi. Juin n'était pas un homme à grande tirade. Les officiers qui ont servi sous ses ordres le décrivent comme direct, parfois abrupt, profondément pragmatique. Il avait l'accent pied noir de l'Algérie, la sécheresse de quelqu'un qui a passé sa vie dans des pays où l'on ne gaspille pas les mots. Quand il parlait, c'était pour dire quelque chose. Ce qu'il a dit à Clark peut se résumer ainsi. « J'ai accepté de servir sous vos ordres parce que la France doit retrouver sa place parmi les nations qui gagnent cette guerre. Pas pour un titre, pas pour un grade, pour que nos soldats prouvent ce qu'ils valent et que personne ne puisse jamais dire que la France s'est contentée d'attendre la victoire des autres. » Il y a quelque chose de presque choquant dans cette franchise. Juin ne joue pas le jeu diplomatique, il ne prétend pas que la hiérarchie lui est indifférente. Il dit explicitement que le grade qu'il vient d'abandonner est moins important que l'objectif. Il dit aussi quelque chose d'autre, de plus lourd encore. Il dit que ces hommes ont besoin que cette campagne soit un succès. Pas un succès relatif, un succès éclatant. Parce que l'armée d'Afrique porte avec elle le souvenir de la défaite de 1940 et le soupçon de la collaboration vichiste. La seule manière d'effacer ces deux ombres, c'est de gagner des batailles que les autres n'ont pas pu gagner. Clark a écouté et, selon les témoignages de l'époque, il a répondu avec une franchise équivalente. Il a dit qu'il avait besoin de Juin, qu'il avait besoin des troupes françaises, qu'il avait vu comment les soldats nord-africains se battaient en Tunisie et qu'il voulait cette force sur son flanc gauche, dans les montagnes italiennes. Il a dit qu'il donnerait à Juin la latitude opérationnelle dont il avait besoin. Ce n'était pas une promesse vague, c'était un engagement concret entre deux professionnels qui se regardaient en face et qui savaient l'un et l'autre ce que les mots qu'ils prononçaient engageaient. Est-ce que Clark a tenu sa parole ? La réponse est dans ce qui s'est passé ensuite. Le 13 décembre 1943, la 2e division d'infanterie marocaine du général Dodi reçoit l'ordre de prendre le Monte Pantano à 1100 mètres d'altitude dans les Abruzzes, en Italie centrale. Les Américains de la 34e division d'infanterie y ont perdu 1500 hommes sans y parvenir. Après 2 jours de combats acharnés contre la 305e division d'infanterie allemande, le 5e régiment de tirailleurs marocains du colonel Joppé s'empare du sommet. Ce n'est pas une victoire ordinaire, c'est la démonstration que Juin promettait. Les mois suivants confirment tout ce qu'il avait annoncé à Sorrente. En janvier 1944, les combats du Belvédère dans le massif du Monte Cairo au-dessus du Rapido voient le 4e régiment de tirailleurs tunisiens tenir des positions que personne d'autre dans l'armée alliée n'aurait pu conserver. Des centaines de morts, des semaines de combats dans la neige, à des températures qui descendent en dessous de zéro sur des crêtes battues par un vent coupant. Juin dirige depuis le poste de commandement de la 3e division d'infanterie algérienne à 784 mètres d'altitude dans les sapins du flanc gauche du Rapido. Et puis vient mai 1944, le tournant de toute la campagne italienne. Depuis janvier 1944, les Alliés tentent de percer la ligne Gustave, le système défensif allemand qui court de la mer Tyrrhénienne à la mer Adriatique, avec le monastère du Monte Cassino comme point névralgique. 3 batailles de Cassino, des bombardements massifs, des milliers de morts, rien, la ligne tient. Le feldmarschall Albert Kesselring a transformé chaque contrefort des Apennins en forteresse naturelle. Les troupes polonaises du général Anders s'écrasent sur les pentes du monastère. Les Néo-Zélandais du général Freyberg ne passent pas. Les Indiens ne passent pas. Les Américains ne passent pas. Juin présente à Clark un plan différent. Pas une attaque frontale sur Cassino, une percée par les monts Orunsi, à l'ouest, un terrain que les Allemands considèrent comme impraticable, comme naturellement défendu par sa propre géographie. Un terrain de rochers, de ravins, d'éboulis, sans route, sans piste, accessible seulement à des hommes qui ont grandi dans les montagnes de l'Atlas ou du Rif et qui marchent la nuit sans lumière sur des pentes à 50 degrés. Clark hésite, ses propres officiers doutent, le plan de Juin paraît insensé. Engager 4 divisions sur un terrain que les manuels militaires classent comme infranchissable. Mais Clark se souvient de ce que Juin lui a dit à Sorrente, il se souvient de l'engagement qu'il a pris,
Il approuve. Le 11 mai 1944, à 23h, l'opération Diadème commence. Le corps expéditionnaire français attaque dans les monts Orunsi. Les goumiers marocains, pieds nus sur les rochers dans l'obscurité, escaladent des parois que les Allemands n'ont pas fortifiées parce qu'ils les croyaient infranchissables. En 4 jours, Juin fait ce que 4 mois d'attaques alliées n'avaient pas réussi à faire. Il brise la ligne Gustave. Le 13 mai, la victoire du Garigliano est consommée. Les villes d'Ausonia, de San Giorgio à Liri, d'Esperia tombaient les unes après les autres. Le 16 mai, le corps expéditionnaire français a avancé de 16 km sur son flanc gauche jusqu'au Monte Révol. Clark lui-même écrira des années plus tard « La force entière du général Juin a montré une agressivité, heure après heure, que les Allemands ne pouvaient pas contenir. C'est l'une des avances les plus brillantes et les plus audacieuses de toute la guerre en Italie. » Le général Siegfried Westphal, chef d'état-major de Kesselring, avouera après la guerre que la percée française dans les monts Orunsi avait été une surprise totale tant par son timing que par son agressivité. Et le 4 juin 1944, 2 jours avant le débarquement en Normandie, les Alliés entrent dans Rome. Mark Clark y entre debout dans un jeep au milieu de la foule en liesse. Assis à côté de lui, Alphonse Juin. Ce tableau a une signification que la plupart des commentateurs n'ont pas relevée. Juin est là, à la place d'honneur, à côté du commandant qui avait son grade au-dessus de lui. Ce n'est pas un geste de générosité de la part de Clark, c'est la reconnaissance d'une dette. Clark sait ce que la victoire de mai 1944 doit à Juin. Il sait que sans le plan des monts Orunsi, sans la décision de Juin d'accepter un grade inférieur pour pouvoir combattre, Rome n'aurait peut-être pas été prise avant des mois. Peut-être jamais dans les délais qui permettaient aux Alliés de se concentrer sur la Normandie, Juin entre dans Rome en ayant sacrifié une étoile. Il en ressort avec quelque chose que nul grade ne peut mesurer. La preuve que l'armée française, cette armée qui avait capitulé en 40, qui avait porté les stigmates de Vichy, était capable de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Après Rome, le corps expéditionnaire français remonte vers Sienne et la Toscane du Nord. En juillet 1944, il quitte l'Italie pour rejoindre l'opération Dragoon, le débarquement en Provence du 15 août 1944. La campagne d'Italie pour les Français est terminée. Elle a coûté 7000 morts. Il faut parler de ce que cette campagne a aussi produit d'inavouable. Les crimes commis par des soldats du corps expéditionnaire français contre des civils italiens sont réels et documentés. Les violences des goumiers marocains dans les villages de la Ciociaria, au sud de Rome, au printemps 1944, ont laissé des cicatrices dans la mémoire italienne qui n'ont pas disparu. Des milliers de femmes et d'hommes ont été victimes de viols, de pillages, de meurtres. Juin, quand les rapports sont remontés jusqu'à lui, a ordonné des poursuites immédiates. Les archives militaires françaises montrent qu'environ 360 soldats du corps ont été traduits devant des juridictions militaires. Certains ont été exécutés, d'autres emprisonnés. Mais les crimes ont eu lieu et l'histoire ne peut pas les effacer. C'est une part noire de cette campagne que Juin lui-même a vécue comme une honte personnelle. Revenons à la question de départ. Ce que Juin a dit à Clark quand il a accepté de servir sous un général moins gradé, c'est une phrase qui tient en quelques mots, mais qui porte le poids d'une nation entière. Il a dit, en substance, « Je ne suis pas ici pour mon grade, je suis ici pour que la France retrouve son honneur sur un champ de bataille, et pour cela, je suis prêt à descendre d'un rang parce que ce rang ne vaut rien si les Français ne se battent pas. » Juin avait dit à Clark ceci, « Je suis là pour la France, pas pour mes galons. » L'histoire l'a retenu et c'était pleinement vrai.